Bonjour. Je voulais faire une vidéo pour présenter mes lectures de la rentrée littéraire 2025. C'est pas forcément que des coups de cœur ou... Enfin vraiment, je vais parler de mes lectures. Je m'attarde pas forcément quand je les ai pas trop aimés, mais c'est pas pour autant que voilà, ce sont de mauvais livres, que voilà, c'est... Enfin, voilà, moi c'est toujours... De toute façon, la lecture, c'est très personnel. Il y a des choses qui, moi, m'ont pas forcément plu, mais je sais qui ont plu à plein d'autres libraires ou même d'autres acteurs de la chaîne du livre, voilà, avec qui j'ai pu échanger sur ces mêmes livres, etc. Voilà, ça va être mon ressenti. Donc voilà, ça reste très personnel. Je ne remets en cause absolument pas le romancier, la romancière ou quoi que ce soit. Voilà, moi juste à l'instant T quand je l'ai lu, j'ai pas été emballée. Il y a plein d'autres gens qui seront emballés. Voilà, je pense que voilà, c'est pas très. Enfin voilà, bref. Moi je suis quelqu'un qui est relativement honnête, même dans ma propre librairie, quand il y a des livres que j'aime pas trop, et que quelqu'un me demande, par exemple, est-ce que vous l'avez lu, tel livre, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah j'avoue, je suis quand même, dans la plupart des cas, souvent très honnête, et des fois je dis, bah moi j'ai pas trop aimé. Ce n'est pas très commerçant, il semblerait, mais bon, je préfère être honnête plutôt que la personne revienne me dire c'était vraiment nul ce que vous m'avez vendu. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Donc, je vais vous parler des livres, pas du tout dans un certain ordre, pas du tout en termes de préférence, de machin, de trucs. J'ai une petite note sur mon téléphone avec toutes les lectures que je fais pendant les vacances. Parce que comme des fois, des livres, on les lit assez tôt par rapport à la sortie, c'est pour éviter d'oublier tout simplement ce que je lis. Donc je vais essayer de suivre à peu près cet ordre-là. Voilà. Et je finirai, je pense, par les livres qui me tentent, en tout cas que je me suis noté, mais j'ai pas trop préparé ça non plus, donc bon, on verra bien. Alors, je vais commencer par eh bien, le premier, que je n'ai pas avec moi sous la main, parce que en fait, quand je l'ai lu, j'en ai parlé un petit peu sur mon Instagram, et en fait, ma sœur, pour le coup, a eu très envie de le lire suite aux quelques stories d'extraits que j'ai postés, et donc du coup, voilà, je ne l'ai pas entre les mains. C'est Le Bonheur de Paul Kavchak, je crois que ça se prononce comme ça, il m'a semblé voir son éditeur l'écrire en phonétique comme ça, publié chez La Peuplade, qui est sorti la semaine dernière, pour le coup, qui est un roman incroyable, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est dans un... Enfin, je sais plus si c'est à Besançon même, mais en tout cas, on est vraiment dans... Enfin voilà, la région de Besançon, dans un petit village en fait, où on trouve un groupe de résistants qui cache des enfants juifs dans une caverne, en fait sous le château de Besançon. Euh, Arrive dans cette petite ville, ce village, un soldat SS allemand qui les cherche, et en fait c'est le récit de cette traque de ces enfants par ce soldat, et c'était incroyable. Vraiment, je n'avais pas lu le précédent roman de cet auteur, qui s'appelait Ténèbres, qui avait déjà eu beaucoup de... Enfin, j'avais lu vraiment tout le monde extrêmement dithyrambique sur ce roman, qui avait l'air aussi incroyable, mais que je n'avais pas pris le temps de lire. Celui-ci m'a pris en fait très peu de jours, alors qu'il est quand même assez consistant, enfin bon, ça on s'en fiche, mais j'ai commencé à le lire alors que j'étais pas forcément dans une bonne humeur, je venais d'avoir une mauvaise nouvelle personnelle, et j'ai mis un tout petit peu de temps avant de rentrer dedans. C'est une littérature qui est assez exigeante, quand même. En fait, il y a une... Alors ça, c'est vraiment ce qu'écrit l'éditeur sur la quatrième de couverture. Il y a un peu de réalisme magique, en ce sens où, voilà, il y a des petits éléments fantastiques au milieu du récit historique. Par exemple, on a un des enfants qui a son lapin en peluche avec lui, et en fait, le lapin en peluche
vraiment prend la parole, échange avec les autres, enfin, voilà, il y a des petites choses comme ça. Le gros du fantastique dans ce roman, c'est qu'effectivement, le soldat SS a un œil en verre qui, en fait, semble émaner, enfin, dont semble émaner, en fait, une lueur verte. Voilà, il y a des petits éléments un peu comme ça qui sont disséminés dans le roman, qui sont absolument pas gênants pour un public qui, potentiellement, n'aimerait pas lire un peu de fantastique ou quoi que ce soit dans sa littérature. Moi, je trouve que c'est absolument pas... Enfin, ça prend pas part... Enfin, une partie énorme du roman. Ça prend juste... Je trouve juste assez de place pour que ça soit... je sais pas. Enfin, c'est encore plus brillant, je trouve, d'intégrer des éléments comme ça dans un roman aussi bouleversant, en fait, sur cette histoire qui... Alors, comme ça fait un petit moment que je l'ai lu, j'ai pas envie de dire de bêtises, je ne pense pas que ça soit une histoire vraie, mais c'est très certainement une histoire vraie en même temps. Enfin, je veux dire, en soi, voilà, bon, je vais pas refaire un cours d'histoire, mais bon, voilà, ça me surprendrait pas que, effectivement, de choses comme ça se soient réellement passées. Là, je ne crois pas que ça soit basé sur un fait réel en particulier, mais voilà. En tout cas, c'est un roman, voilà, qui m'a transporté. Une fois que j'ai passé, en fait, ces quelques premiers chapitres qui en fait m'ont un petit peu désarçonné parce que enfin, j'ai trouvé la littérature tellement belle et tellement exigeante que je me suis dit mince, enfin, j'étais plus habituée en fait à vraiment devoir déconnecter mon cerveau du reste et vraiment me focus 100% sur mon roman. J'ai dû le commencer dans le train ou quelque chose comme ça. Enfin, en plus, j'étais pas, voilà, pas du tout 100% concentrée. Bref, une fois que j'ai passé ces premiers chapitres un petit peu ardus et que je me suis vraiment mis dedans, voilà, où j'ai passé voilà, les moments où là c'est un petit peu fantastique, et un petit peu de, voilà, etc. J'étais à fond dedans, je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré, je pense, enfin vraiment, je l'ai lu en 2-3 jours, je sais plus. Et j'étais vraiment bouleversée du début à la fin. Je l'ai fini dans le train retour. J'étais en larmes, en larmes, en larmes, en larmes dans le train retour. Enfin, vraiment, en plus, je me souviens parce que j'étais ultra gênée parce que j'étais dans un carré ouvert, là, je sais pas quoi, dans le TER. Et en fait, il y avait, alors pas dans mon carré, mais dans le carré de l'autre côté de l'allée, il y avait 3 personnes. Et en fait, moi, j'étais en larmes. Alors, pas non plus avec les gros sanglots. Comment on dit, qui font du bruit, bruyant. Mais voilà, j'étais, enfin vraiment j'étais en larmes et enfin vraiment j'étais comme ça, je regardais par la fenêtre, je voulais pas que les gens me voient pleurer. Mais vraiment c'est un roman bouleversant. Enfin vraiment, je pense que voilà c'est vraiment ma plus belle lecture de cette rentrée, ma plus belle découverte en tout cas parce que voilà encore une fois je n'ai pas lu le précédent roman de l'auteur, mais vraiment un plaisir, un vrai énorme plaisir de lecture. Enfin, c'est beau, c'est émouvant, enfin vraiment j'ai que ce mot à la bouche, mais c'est vraiment c'est bouleversant. Et vraiment, voilà, c'est un roman qui demande un petit peu d'attention. Je trouve que c'est pas forcément un roman qu'on va lire entre deux stations de métro, etc. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui y arriveraient, mais moi, en tout cas, il m'a fallu quand même un peu me poser, un peu, voilà, un peu être dans un cadre, entre guillemets, voilà. Enfin voilà, c'était super, super, super. Je n'ai pas le livre avec moi, donc en bonne youtubeuse, je mettrai la couverture par ici. Voilà. En tout cas, celui-ci est sorti la semaine dernière. C'est publié chez La Peuplade. Je ne sais plus si c'est traduit. Pareil, je mettrai la mention du traducteur, de la traductrice, si jamais. Voilà. En tout cas, pour celui-ci, qui est vraiment, je pense, une de mes plus belles lectures de la rentrée, c'est sûr. Voilà. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai enchaîné avec... Alors, celui-ci, je l'ai dans ma pile. Hop. J'ai enchaîné avec le dernier, André Michaud. André Michaud, qui est une autrice de romans policiers un petit peu... Oh, c'est pas fantastique, vraiment, mais... de polar, c'est du bon thriller, en tout cas. C'est le 3e ou 4e que je lis d'elle, 4e, je crois. Il me semble que je n'ai pas lu son tout premier. Moi, j'ai commencé avec Bondrée, pour enchaîner avec... Alors, je ne sais plus... Ah bah mince, il n'y a plus pas le reste. Voilà, c'est pas très bien préparé cette vidéo YouTube, c'est pas très pro du tout. Bon, il y a eu Bondrée que j'ai adoré, vraiment qui a été ma première, du coup, une première lecture de cette autrice, vraiment qui m'a, en fait, réconciliée avec le polar, parce que c'est un genre que je ne lis pas du tout.
Donc vraiment, sur le moment, je me dis waouh, mais incroyable polar. Le problème, c'est que comme je me suis mis à lire d'autres un peu polars, j'ai pas retrouvé du tout Michaud, et du coup, bon, j'ai quand même toujours du mal avec ce genre. Donc je ne demande qu'à être surprise, et voilà. Avec le polar. Michaud, en tout cas, c'est une autrice que j'adore. Elle est canadienne. Ok, elle est québécoise, pardon. Euh, donc je crois que ce n'est pas traduit. Je me demande si elle est écrite pas en français. Euh, Voilà, encore une fois. Bon, c'est pas. Donc je pense qu'elle écrit en français. Bref. Donc c'est du polar qui se passe, du coup, pratiquement tout le temps au Québec. Ou en tout cas vraiment à la frontière avec les États-Unis. Enfin, je sais que son précédent Proie, il y a pas une micro. Enfin, bref, on est dans cette zone-là. Et en fait, Michaud, elle écrit la nature. Alors moi, j'aime pas trop quand les gens disent que des éléments comme la nature, la ville, enfin voilà, des éléments un peu comme ça deviennent des personnages du roman. Je, bon, je suis pas forcément toujours très d'accord avec ça, mais en tout cas, Michaud, elle écrit la nature comme personne. Dans Bondrée, il fait froid, il y a du vent, vraiment c'est humide, enfin vraiment c'était trop trop bien. Baignade, pour le coup, est un petit peu différent de Bondrée. On reste dans le polar, on reste dans... Je trouve qu'elle tape très fort au début. Dans le précédent Proie, c'était pareil, le début c'était très... On était presque dans un roman d'horreur. Enfin, vraiment, c'était très angoissant. Après, ça se calme un petit peu. Mais dans celui-ci, voilà, on revient un petit peu sur ça. L'histoire commence dans un camping. On suit une famille, donc vraiment le couple de parents et leur fille, qui sont dans un camping où il y a un espace baignade. En fait, leur fille, qui a, je sais plus, vraiment qui est toute petite, se baigne toute nue, en fait, dans le lac, parce que c'est un lac. Et en fait, le propriétaire du camping arrive, en fait, et se met à les engueuler, en fait, comme, enfin, ça va pas de faire, enfin, que votre fille se baigne toute nue. La gamine, franchement, enfin, je crois que je viens de le dire, je sais plus, mais elle est toute petite, enfin, je veux dire, bon, je veux dire, ok, elle aurait 14 ans, mais encore, bon. Bon, mais bon, elle est vraiment toute petite. Et en fait, à partir du moment où le propriétaire du camping arrive et leur dit ça, il y a un engrenage qui se met en route et, entre guillemets, ça va de mal en pis. Donc, ils reviennent dans leur caravane, ils sont pas contents, évidemment, ils commencent enfin, en tout cas, le père, notamment, est vraiment, en mode, bon, ça va, pourquoi il est venu nous tomber dessus? Les parents sont honteux parce qu'en plus, vraiment, le propriétaire est venu les engueuler devant tout le reste des gens sur la plage. Donc vraiment, en plus, ils ont, entre guillemets, la honte de s'être fait, voilà, rabrouer devant tout le monde. Leurs voisins de camping débarquent à leur caravane pour parler du propriétaire du camping en leur disant, vous savez, ça fait pas très longtemps qu'il est là, il est un peu bourru, etc. Bon, il n'y a pas de... Enfin voilà, il faut pas se formaliser, etc. Et bon, ils prennent un verre. En soi, ils se connaissent pas du tout. Les parents invitent les voisins à boire un verre. En soi, je raconte vraiment un chapitre, hein. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout en train de raconter le roman. Donc, il les invite à boire un verre, et en fait, pendant la soirée, le voisin, du coup, c'est un couple, pareil, un couple hétéro, enfin voilà, un homme et une femme. Le voisin prend la petite fille sur les genoux, en fait, en mode, bah, la petite fille s'appelle Charlie, prend la petite fille sur les genoux, bah voilà, pour la soirée, et en fait, on a les pensées du voisin qui commence à avoir des pensées, voilà, des pensées vraiment extrêmement pas cool vis-à-vis de la gamine, et en fait, le père de l'enfant s'en rend compte que les yeux, en fait, du voisin ont un peu changé, qu'il y a quelque chose de très lubrique qui se met en place, et en fait, le père, vraiment, enfin, pète un plomb. En fait, je me souviens plus exactement, mais je crois qu'il met un pain au voisin, enfin en mode tu lâches ma fille tout de suite, je veux plus vous voir, etc. Et donc, le couple décide de partir du camping parce que ils veulent pas rester là ils veulent pas la rester là plus longtemps. Tant pis pour les vacances, tant pis pour les semaines payées. On se casse, moi je veux pas rester là. Et en fait, ils partent en pleine nuit dans leur camping-car. Vraiment, c'est un tout petit camping paumé en fait, évidemment. Quand ils sortent du camping, il y a l'orage qui se met en route, enfin vraiment il fait nuit, il y a de l'orage, ils sont en pleine nature, et en fait évidemment au lieu de tourner à droite vers la ville, ils tournent à gauche dans la forêt qui n'est qu'une allée où c'est presque impossible de faire demi-tour, surtout avec un camping-car, et en fait dans la forêt il se passe plein de trucs. Et c'est un enchaînement, et après, enfin
je vais pas en dévoiler plus, mais au moins il y a une ellipse, on revient plus tard, etc. Mais c'est un roman qui est vraiment très page-turner. Enfin, vraiment, c'est très efficace. Au début, dans la forêt, enfin, vraiment, le moment dans la forêt où ils sont bloqués, en fait, dans le camping, parce qu'évidemment, ils veulent faire demi-tour, le camping-car tombe à moitié dans le fossé, enfin, bon, voilà, bref, tout le truc du film d'horreur qui commence. Et du coup, là, le moment en pleine nuit, en pleine forêt, avec une tempête dehors, vraiment, il y a un moment, j'étais terrifiée, où en fait, le père demande à la mère de sortir pour l'aider en fait, à manœuvrer. Et en fait, elle entend genre son prénom murmurer dans la forêt. Enfin bref, c'est terrifiant. Vraiment, moi, ça m'a terrifiée. Un très peu, parce que moi, je suis ultra sensible peut-être de la forêt la nuit. Enfin, vraiment, c'est... Enfin, en même temps, qui n'est pas terrifié de ça? Enfin, vraiment, enfin, bravo à vous si vous l'êtes pas, parce que vraiment, moi, je pense que c'est première position de mes cauchemars, c'est la forêt la nuit, quoi. Enfin, vraiment, ça me terrifie. Alors, je reprends juste mes notes pour noter qu'est-ce que j'ai noté, justement. Ouais, voilà, c'est un roman qui est sous tension, on a le souffle coupé. Vraiment, la fin, je ne dis rien, évidemment, mais la fin, waouh, enfin, il y a une escalade de violence à la fin qui est incroyable, je trouve. Enfin, vraiment, voilà. Je pense que c'est un roman qui va peut-être un peu diviser. Enfin, ça ne m'étonnerait pas en tout cas, parce que, donc, comme je disais, il y a vraiment une première partie centrée sur ce couple avec le camping-car, et en fait, il y a une ellipse. Alors, je sais plus combien, mais c'est quelques années après, en tout cas. On suit toujours les mêmes personnages, mais voilà, il y a une ellipse, et je pense que ça peut perdre un peu des gens, ce genre de choses. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé la deuxième partie, aussi bien que la première, très différente. Du coup, là où la première, on est plus dans le côté un peu horreur, hein, très honnêtement. Enfin voilà, on est quand même un peu le côté suspense. C'est très anxiogène comme moment. La deuxième période l'est un peu moins, mais il y a une tension différente qui se construit. Et moi, je trouve que c'est en ça qu'elle est très forte, André Michaud. C'est qu'elle arrive à mixer tous ces genres et ça donne un roman très efficace. Voilà, très très efficace. Vraiment, je trouve la couverture trop belle. Enfin, j'aime trop cette. On voit très mal parce que je filme avec enfin, pas une vraie caméra. Mais voilà, je pense que c'est très. Enfin, ça parle, ça dit bien le roman. Bref, voilà, très très bonne lecture de cette rentrée. Ensuite, j'ai lu le nouveau Anne Berest, qui je crois sort. Alors, je vais dire demain, mais comme je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, je crois qu'il sort le. On est combien? Nous sommes le 19, donc je crois qu'il sort le 20 août, ou le 27, mais en tout cas, voilà, je crois que ça sort fin août. Le nouveau Anne Berest, après Gabriel à quatre mains avec sa sœur, et la carte postale, il y a 2 ans, 3 ans, la carte postale, je ne sais plus, bon bref. Anne Berest s'attaque à la famille du côté de son père. La carte postale, c'était la famille du côté de sa mère. Alors, j'ai beaucoup aimé, parce que comme la carte postale, comme Gabriel qui reste je pense vraiment mon préféré, même si la carte postale était vraiment vraiment très bien. Là, elle écrit donc sur son père, je sais plus où je voulais avec cette phrase, pardon. Donc oui, j'ai un tout petit peu moins aimé que la carte postale, ou même que Gabriel, parce que en fait, en fait, j'ai un peu senti pas l'espèce d'obligation familiale, mais en mode, bon, bah c'est bon, t'as écrit sur ta mère, maintenant t'écris sur ton père. Après, le côté... Enfin, tout le côté intime qu'elle décrit vis-à-vis de son père est quand même un petit peu différent. J'ai pas envie de dire de bêtises, je crois que son... Alors, c'est pas un spoil non plus, son père, en fait, est décédé... pendant l'écriture du roman, je crois, ou juste avant, ce qui a motivé l'écriture de celui-ci. Je ne sais plus ce qui est écrit derrière. En 2021, juste après la publication de la carte postale, j'ai appris que mon père était atteint d'une maladie grave. Alors que je me rapprochais de cet homme énigmatique, scientifique, silencieux, j'ai entrepris de remonter le fil de ma lignée paternelle bretonne. Donc voilà, donc c'est motivé par quelque chose de différent de la carte postale, que j'ai trouvé très beau aussi, hein, mais voilà, en fait, ça fait partie de ces romans où je me dis, sur quoi tu vas écrire maintenant?
que t'as fait les deux côtés de ta famille. Bon, mais en tout cas, voilà, c'est un très joli roman qui est très différent de la carte postale ou même de Gabriel. Ça fait 15 fois que je dis ça, je crois. Ou même de Gabriel, où on était vraiment dans le côté un peu parisien, enfin en tout cas artistique, vraiment, il y avait une émulation comme ça. Pour le coup, du côté de son père, c'est une famille de paysans bretons. Donc on est vraiment... voilà, c'est un roman qui est très politique parce qu'ils étaient très engagés politiquement à gauche. Voilà, son père, par exemple, avait participé à plein de meetings, il était dans des groupes politiques, etc. à Paris, enfin vraiment, et en fait qu'il a apparemment toujours un peu caché à ses filles. Voilà, c'est ce que j'ai écrit en fait sur ma petite note, c'est que c'est une histoire à la fois très intime, très politique. Moi je trouve que Anne Berest fait très bien le mélange des deux. Vraiment, enfin, c'est vraiment cette expression que j'ai l'impression d'utiliser beaucoup, mais en même temps, la littérature est devenue beaucoup ça. C'est ce petite histoire dans la grande histoire. Euh, Bah là, c'est vraiment ça, en fait. Ça fait, enfin, ils font partie d'une histoire politique française, en fait, enfin, voilà, qui est très intéressante. Voilà, enfin, ça m'a beaucoup plu. Je l'ai dévoré. Hein, c'est une littérature très facile. On est tout de suite, je sais pas, on est tout de suite embarqué, en fait, dans cette histoire ultra personnelle. C'est très émouvant, évidemment, parce que le côté intime, en fait, enfin, tout le côté, tout ce qu'elle raconte avec son père, c'est très émouvant parce que, en fait, elle a eu pendant très très l'impression que son père ne l'aimait pas. Et parce que, en fait, elle s'était très embourgeoisée, c'est sur ses mots, hein. Elle s'était très embourgeoisée, et en fait, son père venant vraiment d'un milieu bah, très paysan, etc. Enfin, on est beaucoup sur ce, ce- ce- cette peur du transfuge de classe. Alors je souris parce que c'est quelque chose qui va beaucoup revenir dans cette rentrée aussi. Moi j'en ai pas forcément beaucoup lu, mais bon, il y en a beaucoup cette année je trouve. De voilà, ce côté transfuge de classe, etc. Voilà, la sociologie de classe en général, etc. Je trouve très présente cette année en littérature française. Donc voilà, bref, on est un petit peu dans ça avec un côté, enfin je sais pas, moi ça m'a beaucoup ému quand même, voilà, cette relation père-fille, enfin voilà, c'est un très joli roman, vraiment qui plaira aux gens qui ont, enfin je pense que si vous avez aimé la carte postale, enfin il vous plaira, c'est sûr. On est quand même, en fait ce qui est bien, c'est que c'est quand même très différent de la carte postale. Enfin voilà, il y a un côté bien plus politique dans celui-là, qui est très intéressant. Et puis du coup, bah, elle parle de l'histoire d'amour de ses parents. Enfin, c'est un joli roman. C'est un très joli roman. Bah, en fait, je l'ai beaucoup aimé. Et en même temps, bah, je me dis, voilà, c'est... En fait, elle a quand même une sacrée histoire familiale, cette femme. Enfin, vraiment, je trouve ça fou. Enfin, voilà, bon, bref. Mais bon, un très très joli roman, en tout cas. Je trouve... On peut pas faire d'impair, je trouve, avec Anne Berest. Enfin, vraiment, tout ce que j'ai lu d'elle, j'ai pas tout lu du tout. Je suis vraiment jamais trop déçue. J'avoue, j'ai un peu plus de mal avec Claire. Voilà, mais avec sa sœur, donc. Mais voilà, celui-ci est vraiment très bien. Ensuite, j'ai enchaîné avec la parution. Donc, c'est chez Albin Michel, pardon. Bon, voilà, c'est chez Albin Michel. Le André Michaud, pardon, était chez Rivage. Voilà, comme depuis toujours, je crois. Voilà, ensuite j'ai enchaîné avec le Combat de filles de Rita Bullwinkle, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée, publié aux excellentes éditions La Croisée, traduit par Hélène Cohen, qui est sorti la semaine dernière également, donc le 13 du 14, enfin la semaine dernière, mi-août, voilà. C'est un premier roman, c'est un roman très singulier, comme très souvent avec La Croisée. C'est pour ça que j'aime autant cette maison d'édition, c'est que vraiment ça me sort des sentiers battus, beaucoup, en termes de littérature. Là, c'est un synopsis de base très simple. On est sur 2 jours de compétition de boxe des jeunes filles de moins de 15 ans, moins de 18 ans, pardon. Et en fait, on va suivre chaque match. Donc au début, vous avez ça, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, la grille des matchs peut-être. Voilà, avec les noms des compétitrices, etc.
Et donc, chaque match est décrit du point de vue des deux combattantes. Et en fait, tout s'entremêle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... enfin, vraiment, c'est passé, présent, futur, tout s'entremêle dans leur esprit. Oh, je sais même pas comment vraiment le décrire, mais c'est très audacieux, c'est très réussi. Vraiment, il y a, on a tout, comment elles en sont venues à la boxe, qu'est-ce qu'elles pensent à l'instant T sur le ring alors qu'elles vont donner un coup, viennent de se prendre un coup, et le futur où elles ont arrêté ou non le sport, la boxe, qu'est-ce qu'elles ont fait après, etc. Et c'est un roman qui a une forme extrêmement singulière. Il n'y a pas de dialogue, c'est que de la narration, ou alors vraiment c'est du dialogue rapporté éventuellement, mais il n'y a pas du tout de dialogue. Alors pour autant, ça n'en fait pas des pages ultra lourdes, vraiment vous avez, des fois il y a des romans comme ça où il y a un pavé de texte, il n'y a pas d'interligne, il n'y a pas de marge, etc. Enfin, c'est imbitable à lire. Là pour le coup, c'est pas du tout le cas. Et en fait, je m'en suis rendu compte assez tard qu'il n'y avait pas de dialogue, alors que c'est quelque chose en général que je remarque assez vite, enfin qu'on remarque assez vite dans la littérature, c'est-à-dire que plus un livre se lit vite, c'est parce qu'il y a des dialogues. En tout cas, moi, comment je lis, alors j'ai une façon de lire qui est très dans la consommation, vu que c'est mon métier, c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué, mais parfois, des gros paragraphes de narration, je vais avoir tendance à les lire complètement en diagonale, parce que ça fait pas forcément avancer l'histoire, la narration. Pas tout le temps, attention, hein, c'est pas une vérité, etc. Alors que les dialogues vont être dans l'action. Et du coup, moi, j'ai tendance des fois à lire vraiment voilà, en diagonale les paragraphes de narration, je vais spot des termes, des machins, enfin voilà, je fais un peu bref, mon micmac à moi. Mais voilà, c'est quelque chose... Et en fait, je m'en suis rendu compte assez tard qu'il n'y avait pas du tout de dialogue, et en fait, j'étais agréablement surprise de me dire que j'étais quand même à fond dedans, alors que voilà, il n'y a pas ce côté action du dialogue, en fait. Mais c'est un roman d'action, on est dans des matchs de boxe, donc c'est un roman d'action. Voilà, j'ai beaucoup aimé vraiment ce roman. Pardon, mon téléphone s'éteint à chaque fois, donc je dois voilà, refaire. Blablabla. Touc, la Face ID, voilà. Alors, donc, c'est pour éviter d'oublier des choses. Donc, c'est un roman sur la pression sportive, même sur une compétition en apparence avec peu d'enjeux, avec peu de compétitrices, etc. C'est un roman sur la pression sportive, c'est un roman sur la pression du reste de la vie, surtout quand on est une femme, quand on est une femme qui fait du sport, quand on est une jeune femme qui fait du sport. Vraiment, c'est une très belle découverte. Enfin, vraiment... Vraiment, enfin, ouais, c'est très bien écrit. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça super. Je regarde un petit peu ce qu'écrit l'éditrice sur la quatrième de couverture. Les éditions de la Croisée qui sont très forts pour, en fait, en général, me piquer mes idées de petites notes coup de cœur qu'on rajoute sur les livres dans la librairie. Quand j'ai des phrases qui me viennent en tête, je me dis, ah merde, mais en fait, c'est ce que l'éditrice a dit derrière. Donc voilà. Enfin bref, très belle découverte, très beau roman, vraiment encore, voilà, encore du très bien pour les éditions La Croisée. Hop. Ensuite, j'ai lu chez l'Iconoclaste, tac, le premier roman de cette rentrée de l'Iconoclaste, Iconoclaste qui a l'habitude, alors je ne sais pas depuis quand, mais alors je crois qu'en tout cas moi c'est la deuxième rentrée où je vois qu'il publie 3 romans, 2 romans d'autrices, d'auteurs connus, avec un passif littéraire, et un premier roman. Je ne sais pas depuis combien de temps ils font ça, mais en tout cas voilà, cette année encore c'est ça, je sais que c'était déjà ça l'année dernière. Et donc le premier roman publié chez l'Iconoclaste de cette rentrée littéraire 2025, La Bonne Mère de Mathilda Di Matteo, qui sort demain le 21 août. Alors, j'ai vu passer énormément de très bons avis sur ce roman. Je suis un peu plus mesurée, tout en l'ayant aimé, hein, tout en l'ayant aimé. C'est pas du tout un mauvais roman ou quoi que ce soit, je trouve juste que, je sais pas, j'ai été beaucoup moins emballée que ce que j'ai pu lire ici et là. C'est un roman polyphonique, disons à 2 voix. On suit d'une part
La mère, Véronique, marseillaise pur jus, droite dans ses bottes, c'est ce que j'ai écrit, avec un mari plutôt violent, et sa fille, enfin leur fille, dont j'ai complètement oublié le prénom, Chloé, je sais plus comment elle s'appelle. Oh. Bon, leur fille, qui part à Paris pour ses études et en fait faire sa vie à Paris, globalement, pour s'éloigner de tout ça, s'éloigner parce qu'elle considère sa mère comme étant clairement une beauf, en fait, vraiment une cagole marseillaise dans toute sa splendeur. Et donc, on en revient à ce côté transfuge de classe, où cette jeune fille ne veut pas être assimilée à sa mère, à ses parents, à Marseille, et donc s'échappe en partant à Paris. Elle se met en couple avec un fils d'eux, voilà. Voilà, c'est un roman sur la relation mère-fille, en général. Ici, elle est difficile, évidemment, parce que voilà, sa mère n'aime pas le nouveau copain de sa fille, voilà, enfin, il y a tout un truc. La fille a honte de sa mère, honte de ses parents, honte des amis de sa mère, qui portent des imprimés léopards et ont des... sont maquillés n'importe comment, enfin, vraiment le cliché, en fait, un peu, hein, de tout ça. Donc, voilà. Pour un premier roman, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. On y revient très facilement, enfin vraiment je l'ai lu très facilement. En fait, il paraît gros comme ça. Il fait 350 pages, je crois. 350 pages. Alors, somme toute 350 pages, voilà, les marges sont énormes et les pages sont très épaisses. Donc n'ayez pas peur. Si jamais vous n'avez pas envie de lire un roman long, etc., ça en vrai, même si ça fait 350 pages et que ça a l'air gros, ça se lit tout seul. C'est une langue très facile. C'est, enfin vraiment, n'ayez pas peur si vous avez envie de lire un bon roman qui prend pas la tête, etc. Je ne dévoile évidemment pas l'intrigue du roman, parce qu'en fait en soi là je vous ai parlé de l'intrigue du roman, enfin d'une partie de l'intrigue du roman, il se passe des choses quand même, des choses un petit peu convenues je trouve. En fait j'ai bien aimé, je l'ai lu très simplement, très vite, voilà, j'ai pas de... Enfin c'est pas du tout un... C'est un bon roman quoi, enfin voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, mais enfin, je trouve pas que ça soit le premier roman de cette rentrée, je trouve pas que ça soit... Enfin voilà, bon. Voilà, je suis pas aussi emballée que d'autres en fait, hein, j'ai trouvé ça bien, mais en fait c'est le genre de roman, je suis pas sûre de le conserver dans mon fond à moi, disons, ou je suis pas sûre de voilà d'y repenser dans 6 mois, 1 an limite, hein, voilà, je pas, voilà, c'est pas, voilà. Ensuite j'ai lu, alors pareil je ne l'ai pas, je l'ai lu en numérique, j'ai lu le nouveau livre d'Antoine Waters, je pense que c'est Waters, je pense qu'il est belge, qui s'appelle Haute Folie, publié, je crois, chez Gallimard. Il me semble qu'il était chez Verdi avant, et là il est passé chez Gallimard. Bon, bref, chez Gallimard, pareil, je mettrai la couverture, etc. C'est un très court roman, hein, ça fait moins de 200 pages, je pense, qui raconte l'histoire, alors je prends mes notes, de Joseph. Euh, Tac, tac, tac. Ça, c'est vraiment toute l'histoire, vraiment le début du roman. Le père s'est suicidé parce qu'il était malheureux comme les pierres. La mère a tué l'homme qui a racheté leur ferme. En fait, le rachat de cette ferme qui a conduit le père à se suicider. Et ensuite, une fois qu'elle a tué l'homme qui a racheté leur ferme, la mère s'est suicidée. Et en fait, Joseph, depuis, ne trouve jamais le bonheur. Il marche, il prie, il espère. C'est un roman qui est triste. En fait, c'est... Je suis... Je pense que je vais être un peu dure avec ce roman parce que je pense que c'est un roman qui va plaire à beaucoup de gens. Et en fait, moi, je sais pas, je suis un peu hermétique à ça. Je ne sais pas, il ne se passe pas grand-chose, en fait, du tout. Je me suis très honnêtement un peu ennuyée. En fait, j'aurais aimé qu'il fasse plus de pages. En fait, il y a beaucoup d'ellipses parce on va suivre Joseph sur très longtemps dans sa vie. Et du coup, il y a voilà, donc beaucoup d'ellipses. Parce qu'on le suit au début, il est tout jeune, et puis voilà, il finit vraiment vieillard. Et en fait, c'est vraiment l'histoire de cet homme et de son destin tragique. Et en soi, c'est pas mal. En soi, j'adore les histoires tragiques, c'est pas du tout quelque chose qui me rebute. Voilà, enfin, là, en fait, je sais pas, je trouvais que ça allait un peu nulle part. Enfin,
En fait, c'est quelque chose que je dis très très régulièrement aussi. Je demande pas à lire Les Fables de La Fontaine à chaque fois que je lis un roman, mais je trouve que là, il n'y a même pas de morale. J'en ai ressorti rien de ce roman, en fait, à part vraiment de la lourdeur d'une vie de merde, en fait, hein, clairement. Pas facile, vraiment pas facile. En fait, ouais, c'est un roman qui est pas... c'est un roman qui est triste, qui est... il y a pas vraiment de lueur d'espoir à la fin, ou même ailleurs dans le roman. Voilà, un roman qui est pas facile du tout. En fait, j'ai un peu du mal à m'attarder dessus parce que, bah, en fait, c'est très vite lu et pas très vite oublié du tout, mais bah voilà, ok. Enfin, vraiment, je ressens rien. Enfin, vraiment, voilà, difficile. Ensuite, j'ai lu un premier roman d'une toute nouvelle maison d'édition, donc ça va être la première rentrée littéraire. Pareil, je mettrai le truc là parce que je ne l'ai pas avec moi physiquement, je l'ai lu en numérique. C'est le Parthenia de Pauline Gontier aux éditions Les Léonides, roman français non traduit, qui me tentait beaucoup parce que c'était une thématique qui était très actuelle. En fait, on suit un jeune homme Baptiste, un jeune homme vraiment le cliché du gamer, donc le mec qui passe sa vie sur les écrans, il ne travaille pas, il vit vraiment dans l'appartement qui appartient à son père, mais il paye pas de loyer parce qu'il peut pas, il travaille pas. Voilà, c'est vraiment ce cliché du mec, voilà, enfin, qui a pas de copine, voilà, qui mange n'importe comment, enfin bref, voilà, ce genre de choses. Un jour, en fait, il rencontre sur World of Warcraft, donc le jeu vidéo en ligne, au cas où, il rencontre un autre jeune homme du nom de Christopher, qui en fait s'avère être un pick-up artiste, euh, donc vraiment un mascu, vraiment un mascu de base, qui lui parle en fait de Parthenia, qui est un autre MMO RPG, un Meporg, qui est un peu caché et clairement qui est plein d'incels, en fait. Et en fait, en parallèle, donc voilà, ça c'est l'arc de Baptiste, disons. Et en fait, en parallèle, on va suivre Léa, qui est attachée parlementaire d'un homme d'extrême droite, hein, clairement, qui est très inspiré, je pense, d'un Éric Zemmour, enfin d'un Éric Zemmour. Voilà. Euh, euh, pardon, donc il va, voilà, elle travaille avec cet Éric Zemmour en puissance dans la course à la présidentielle. Et en fait, c'est la rencontre de ces deux personnages, alors sur quelque chose de, en fait, vraiment une soirée de mariage, enfin, bon, c'est tout un truc, voilà, en soi, ils n'étaient pas vraiment destinés à se rencontrer ou je sais pas quoi. Et en fait, elle va l'embaucher, disons, l'embaucher, dans un premier temps pour en fait tenter d'augmenter la popularité du candidat à la présidentielle en fait auprès des communautés masculinistes présentes sur Parthenia. Euh, et voilà. Et en fait, au début, j'étais un peu dubitative sur ce roman. J'étais là, oh là là, enfin vraiment, dans un point de vue très très libraire, je me dis, à qui je vais conseiller ça? Enfin vraiment, ça parle des jeux vidéo en ligne. Enfin vraiment, c'est très précis comme thématique. Et en fait, avec le recul, quand je me suis un peu posée pour y réfléchir, j'ai beaucoup beaucoup aimé. De toute façon, j'ai beaucoup aimé parce que ce sont des thématiques qui, moi, me plaisent beaucoup. La thématique du jeu vidéo, parce que je trouve qu'en littérature, il y en a peu, en fait, encore. Et moi, je trouve que c'était très très bien fait. C'est très actuel. Et en fait, ça parle vraiment de comment, aujourd'hui, la politique voudrait, va s'emparer de ces communautés en ligne, en fait, très présentes en ligne, qui, a priori, ne seraient pas forcément très politisées, en fait, va s'emparer de ces communautés-là pour les politiser, en fait. Et pour les politiser, évidemment, comme ils veulent, et très très souvent à l'extrême droite. Donc, moi j'ai adoré. J'ai trouvé ça très bien, ça se lit très vite, ça se lit très bien, enfin, les personnages sont très intéressants. J'ai trouvé que c'est très bien écrit, enfin vraiment, très belle découverte. C'est un premier roman, vraiment... Enfin voilà, j'ai hâte qu'il sorte, je crois qu'il sort également le 21 août, je crois qu'il sort demain, pour moi, demain, à vérifier, mais en tout cas, très belle découverte. Je suis pas sûre d'avoir un public, moi perso, pour ça, mais je pense que ça va... Enfin, en tout cas, moi j'ai quand même hâte de le défendre, parce que je pense que ça peut être vraiment très bien.
Ensuite, j'ai lu un roman publié chez Zulma, pareil, que j'ai lu en numérique, je ne l'ai pas sous la main, qui s'appelle Le Grand Fleuve Amour, pardon, de Leta Semadeni. Je suis désolée, j'ai complètement oublié de quelle langue c'était traduit, le nom de la traducteur, du traducteur, de la traductrice. Vraiment, je mettrai tout ça sur l'écran quelque part. Voilà. J'ai aussi très vite oublié parce que c'est malheureusement pas un roman qui va me laisser un souvenir impérissable. En fait, ce sont des bribes de souvenirs amoureux. Qu'est-ce que j'ai noté d'Olga pour son mari, qui est très souvent absent. C'est très joli, comme tout ce que fait Zulma en général, c'est toujours une très jolie langue, c'est très doux, c'est très... mais j'ai pas été transportée plus que ça, je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. Euh, Enfin voilà, il aurait fallu un petit truc un peu peps en fait, parce que voilà, je me suis pas ennuyée, mais voilà, ça manquait d'un petit truc pour vraiment que ça me réveille. En tout cas, je trouvais ça un petit peu plat. Vraiment, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce roman. Ensuite, j'ai lu, alors celui-ci je l'ai, j'ai lu le nouveau roman de Gilles Marchand qui sort ce vendredi, le vendredi 22 août. C'est publié aux éditions Forge de Vulcain, une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et j'avais. Alors, c'est le deuxième roman de Gilles Marchand que je lis. J'avais lu son précédent, dont j'ai complètement oublié le titre, mais Le Soldat désaccordé, que j'avais adoré, adoré, adoré. C'était trop, 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 trop bien. J'avais hâte de lire le nouveau roman de cet auteur. Et j'ai pas été déçue du tout. C'est toujours autant un grand plaisir de lecture, cet auteur. Enfin, vraiment, j'ai trop hâte de lire les autres romans qu'il a publiés avant. Donc, celui-ci se passe après la Seconde Guerre mondiale. On va suivre Gino, un adolescent rêveur, qui tombe amoureux au détour d'une fête foraine. Et en fait, il va poursuivre cette fille, le rêve de cette fille toute sa vie, et poursuivre toutes sortes d'autres rêves. Euh, alors, j'ai noté, c'est drôle, tendre, c'est bien écrit, évidemment. C'est vraiment, vraiment une de ces très belles lectures de cette rentrée. Je pense que c'est le deuxième roman après Le Bonheur, que vraiment j'ai adoré, adoré lire. Il y a de l'humour ultra mignon et très fin dans les romans de Gilles Marchand. Je sais pas, j'ai trop aimé lire sur cette période aussi, dans les années 60. En fait, Gino, il rêve de... j'ai complètement oublié le nom de ces engins, etc. Euh, En gros, il rêve excusez-moi. Euh, je vais juste reprendre. Je crois qu'à la fin, il y a des petites notes sur ça. Tac, tac, tac. Ah oui, sur l'aérotrain, excusez-moi pour le truc. Voilà, en fait, il est passionné par l'aérotrain, qui est quelque chose de réel, qui a vraiment existé, mais en fait, un projet qui a été avorté presque dans l'œuf, en fait. Parce qu'en fait, il y a eu le TGV, et vraiment, enfin, on découvre plein de trucs sur ça. En fait, c'est trop bien, c'est les années 60 vraiment vu de la campagne, enfin voilà, quand ils ont marché sur la Lune, tout ça. Enfin, il y a plein plein de trucs historiques comme ça, en fait, qui sont super. C'est drôle, c'est un peu émouvant, pas émouvant aux larmes, mais je sais pas, il y a vraiment, c'est très, c'est vraiment, enfin, je sais même pas comment trop en parler, c'est juste trop bien, c'est juste trop bien. Si vous avez lu d'autres romans déjà de Gilles Marchand, forcément ça va vous plaire, parce que vous allez adorer retrouver l'univers de Gilles Marchand et toute la petite magie qu'il met dans le quotidien.
en fait, dans les histoires un peu de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Vraiment, c'est trop trop bien. Et si vous en avez jamais lu, c'est un parfait roman pour commencer. Enfin, vraiment, enfin, vous serez, ça, forcément, vous serez conquis, conquise. Vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop mignon, en fait. C'est une histoire d'amour, en plus. Donc, enfin, c'est la quête d'une histoire d'amour. C'est trop bien. Enfin, vraiment, c'est vraiment trop, trop bien. Les promesses orphelines de Gilles Marchand. Et c'est trop bien parce qu'il y a, en fait, il y a un petit truc qui revient à plusieurs reprises. euh, qui est trop mignon. En fait, il y a une dame de l'Institut français d'opinion publique c'est un personnage qui revient à plusieurs moments dans le roman et en fait qui toque à la porte et qui demande toujours la même question. Est-ce que vous diriez que vous êtes très heureux, assez heureux ou pas très heureux? Et bon, bref, il y a tout un truc avec ça. Vraiment, enfin, j'aime pas toutes ces appellations de tous ces trucs, mais c'est un peu doudou dans l'idée, en fait. Et vraiment, j'aime trop. Enfin, j'aime trop l'univers de Gilles Marchand, en général. Je trouve que c'est... voilà, enfin, vraiment, vraiment très bonne lecture de cette rentrée. Ensuite, je reprends mon petit truc. Ensuite, alors, j'ai lu... Ah, alors, très bien, parce que je l'ai aussi sous la main. J'ai lu le nouveau Gaël Nohan qui sort chez l'Iconoclaste, qui sort pareil le 21 août. Et grosse déception pour moi. Je n'avais jamais lu d'une Gaël Nohan. J'en ai toujours entendu que du bien. Je sais pas si c'est son roman précédent ou encore avant, mais Le Bureau d'éclaircissement des destins, je sais plus le titre exact. Enfin, je sais que c'est un roman à la librairie qu'on vend beaucoup, enfin, Le Bureau d'éclaircissement des destins. Voilà que... En fait, tous ces romans, depuis que je travaille en librairie, j'en ai toujours entendu parler, La part des flammes, Légende d'un dormeur éveillé, La femme révélée, et du coup, Le Bureau d'éclaircissement des destins. J'en ai lu aucun. C'est une autrice sur lequel je suis passée à côté, enfin, disons, voilà, c'est... pas forcément que j'avais pas envie de la lire, mais voilà, je suis toujours passée un peu à côté. Et voilà, on avait celui-ci. Je me suis dit, bah tiens, ça va être mon incursion. Mon incursion. Une incursion. Mon incursion dans Gaël Nohan. Et en fait, je suis très déçue de ce roman. Du coup, voilà, j'espère que c'était juste celui-ci qui est moins bien que d'autres, je ne sais pas. Ça se passe en 1917. On suit Rosalie qui a 19 ans et qui vit avec sa mère dans un petit château, hein, clairement. Voilà. Un soir, un déserteur demande l'asile. Sa mère ne veut pas, en fait, l'accueillir. Évidemment, enfin, être déserteur, c'est toujours très très mal vu, hein, voilà. Voire même peut-être à l'époque, j'ai pas envie de dire de bêtises, je me demande si c'était pas... Enfin, même c'est encore le cas aujourd'hui, c'est illégal, en fait, de déserter. Enfin, je ne sais pas comment ça marche. Mais en tout cas, voilà, sa mère... En fait, le déserteur connaît sa mère, en fait, à Rosalie. Il lui demande donc l'asile, sa mère ne veut pas. Mais en fait, ils remettent le mec à la porte. En gros, l'orage éclate. Et en fait, Rosalie a pitié de cet homme et en fait décide de... parce qu'il s'installe dehors sous la pluie pour dormir devant le château, je sais pas quoi. Elle va le voir en pleine nuit et en fait, elle décide de le cacher dans le grenier. Elle tombe amoureuse de lui. Lui, c'est un peintre. Voilà, c'est l'histoire de cette relation, cette histoire d'amour, de la guerre, parce que Rosalie s'engage en tant qu'infirmière, etc. Lui, donc, c'est un peintre qui, en fait, à plusieurs reprises veut lui demander, par exemple, une toile, des pinceaux, etc. Enfin, c'est pas pour pas perdre la main, mais un peu l'idée, c'est ça. Enfin, en gros, voilà. Et donc, il y a cette romance qui se crée au milieu de tout ça. Et en fait, j'ai trouvé qu'il se passait rien d'autre. En fait, il se passait rien d'autre. C'est bien, hein, c'est bien écrit, ça se lit très bien, il n'y a pas de souci. Je trouve que c'était un peu long, qu'il y avait des longueurs, c'était lent. Je sais pas, en fait, lent pour rien, parce qu'en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'intrigue qui nécessite vraiment cette lenteur, parce que c'est pas forcément quelque chose que je peux reprocher à des romans, la lenteur. Enfin, des fois, c'est bien aussi, que ça soit pas dans l'action, que ça soit pas... Mais là, j'ai trouvé que c'était lent pour rien.
Petit truc qui m'a gênée, alors peut-être que j'ai mal lu, mal compris, mais justement j'y suis revenue à plusieurs fois, enfin à plusieurs reprises, parce que je me disais mais c'est pas possible, j'ai mal lu. Rosalie a 19 ans, et en fait lui il a au moins le double de son âge. Et du coup, enfin j'ai l'impression qu'il a au moins le double de son âge parce que il y a des trucs, a priori il y aurait pu avoir une histoire d'amour entre la mère de Rosalie et lui. Voilà, donc moi je suis très gênée par ce genre d'intrigue, voilà, enfin voilà, ça m'a mis mal à l'aise, même si elle est majeure, enfin en tout cas majeure, oui, en 1907 t'étais majeure à 19 ans, enfin voilà, même si t'es majeure, je sais pas, ça m'a gênée. Voilà, donc en fait, ça, mine de rien, ça m'a quand même vachement désarçonnée. Ça va? Ok. Ça m'a vachement désarçonné, donc en fait, mine de rien, ça m'est un peu resté dans la tête pendant tout le roman, donc je pense que ça m'a malheureusement pas aidé à ce que vraiment j'apprécie vraiment le roman. Parce que de base, enfin, il y avait plein d'ingrédients qui font que moi, c'est le genre de trucs qui me plaisent. Et voilà, ça m'a un peu, je sais pas, un peu gâché le truc en fait. Donc voilà, L'homme sous l'orage, qui sort le 21 août chez Iconoclast. J'ai lu un roman pareil en numérique que je n'ai pas, donc je mettrai pareil, toujours pareil la couverture ici. C'était Couplé de Maggie Milner, je crois que c'est publié aux Escales, ça sera marqué sur la couverture, je ne sais plus. Traduit, je ne sais plus non plus. Alors, ça, j'avais commencé à le voir un peu popper sur mes réseaux, des réseaux de libraires, entre guillemets, enfin, je suis pas mal de libraires sur diverses plateformes, etc. Et c'était un roman que je voyais un peu revenir à plusieurs reprises. Moi, ça n'a pas marché, mais pour plusieurs raisons, c'est un roman à moitié en vers libre. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ce style. Et vraiment, j'ai du mal à rentrer dedans, ça me plaît pas trop. C'est la rencontre en fait de la narratrice avec une femme, c'est sa première relation lesbienne. C'est un roman qui est très court. Euh, c'est bien écrit, c'est très joli. C'est juste une histoire d'amour. Enfin, c'est terrible, mais c'est juste une histoire d'amour. En soi, j'ai trouvé ça bien. Enfin, c'est bien écrit et c'est beau, mais il n'y a pas non plus une plume qui m'a transcendée. Enfin, voilà, j'ai trouvé. Désolée, je reviens parce que voilà, mon chat fait des bêtises. Donc voilà, c'est. Voilà, bien, mais sans plus. Effectivement, moi, j'ai pas. Voilà, j'ai pas trouvé ça mieux ou pire qu'un autre roman. En tout cas, voilà, après moi, vraiment, le truc qui m'a vraiment bloqué, c'est le côté un peu vers libre, etc. Enfin, vraiment, je sais pas, vraiment, j'accroche pas à ce style. Voilà. Ensuite, j'ai lu le nouveau Marie Charelle, qui sort, bah, je crois, pareil, le 21 août. Également aux éditions Les Léonides, qui font une très très jolie première rentrée littéraire. Je crois qu'il y avait 2 romans français, donc du coup celui dont j'ai parlé tout à l'heure, Pauline Gontier, Marie Charelle, et un roman étranger, alors que je n'ai pas lu, qui avait l'air très très bien, en tout cas qui était assez encensé par Mariana Enriquez. Je me suis pas penchée dessus, voilà, j'avais déjà d'autres choses, donc peut-être que je le lirai plus tard, je ne sais pas. Donc Marie Charelle, qui fait encore très très fort pour celui-ci. Après, Les Mangeurs de Nuit, qui était superbe. Celui-ci se passe en Albanie, sous la dictature communiste, de je ne sais plus son nom. Ah, je suis vraiment trop nulle. Euh, voilà, en tout cas, très très joli roman. Vraiment. En fait, ça se passe donc en Albanie. Alors, il faut que je me remette un peu le roman en tête parce que j'ai pris moins de notes pour celui-là. Vraiment très, très mal joué de ma part. En fait, on suit Sarah, je crois, qui ne vit pas en fait en Albanie, qui vit je ne sais plus où, je sais plus si elle vit en Angleterre, en France ou en Islande. C'est horrible comme conseil de livre, le pire truc. En fait, en gros, qui se rend en Albanie parce qu'elle vient enfin voilà, d'apprendre le décès. Voilà. Ah, j'ai aucun souvenir, c'est un truc de ouf. Je l'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien et je n'ai aucun souvenir du roman. Je suis désolée, c'est trop nul. J'aurais dû lire des trucs pour me remettre le livre avant. Euh, En gros, voilà, c'est bon. Je vais m'arrêter là avant de dire d'autres dingueries. C'est un très très beau roman. Vraiment, si vous avez lu Les Mangeurs de Nuit, foncez sur celui-ci, il vous plaira, c'est évident. J'ai adoré. Enfin voilà, j'y ai retrouvé beaucoup de choses qui m'avaient beaucoup plu dans Les Mangeurs de Nuit, le côté très historique avec ces personnages, enfin voilà,
la petite histoire dans la grande histoire, qui est toujours très appréciable, j'aime beaucoup. Il y a pas mal de petits éléments qui m'ont fait penser au dernier roman de Marie Pavlenko, Traverser les montagnes et venir naître ici, qui a été publié, je crois, chez Les Escales, et qui est sorti en poche, là, tout récemment aussi, cette rentrée, je crois chez Pocket. Pareil, je remettrai la couverture, que j'avais adoré, qui était une merveille de roman. Il y a plein de petits éléments que j'ai retrouvés dans celui-ci, qui m'ont... du coup, qui m'avait beaucoup plu chez Pavlenko, donc que j'adore chez Marie Charelle. Voilà, c'est une très belle histoire. Il y a beaucoup de poésie, au sens propre et au sens figuré. En fait, le roman parle aussi de poésie, de résistance par la poésie, de résistance politique par la poésie. C'est très réussi, c'est très très beau. Enfin, vraiment, enfin, Marie Charelle, on n'avait pas lu, enfin, parce que ma collègue l'a lu aussi, et l'a aussi adoré, voire beaucoup plus aimé que moi même. On avait toutes les deux adoré Les Mangeurs de Nuit. On n'a pas lu son premier roman, mais je pense que c'est le même acabit. Enfin, vraiment, celui-ci, pour moi, super. Enfin voilà, c'est une des belles lectures de cette rentrée aussi. Je suis sûre que... Enfin, j'ai hâte qu'il sorte demain pour le conseiller à plein de gens parce que je sais que c'est un roman qui va plaire et que je suis contente. Enfin, je suis contente de pouvoir le conseiller parce que je sais que ça va être des belles lectures pour les gens. Comme l'a été le Pavenclo l'année dernière, comme l'avait été le Marie Charelle, le précédent Marie Charelle. Enfin, vraiment, voilà, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est une très très belle lecture de cette rentrée. Voilà, vraiment, je suis trop contente que Marie Charelle sorte un nouveau roman. Ensuite, j'ai lu, pareil, un roman qui malheureusement m'a pas laissé un souvenir, enfin pareil, qui sera pas, comment dire, un souvenir impérissable aussi. J'ai lu le dernier roman de Rachid Benzine, qui s'appelle L'homme qui lisait des livres. J'avais beaucoup beaucoup aimé son précédent roman, à Rachid Benzine. Le nom m'échappe, je le mettrai là, à la place de mon chat. Que j'avais adoré. C'est une langue qui est très, je sais pas, qui est très facile, qui est très percutante, qui est très, enfin, qui fait pas de fioritures. J'aime beaucoup aussi. Là, celui-ci se passe en Palestine, et on suit un libraire. En fait, c'est un journaliste qui part en Palestine et qui va notamment interviewer ce libraire. Et donc, ça parle de littérature, de résistance par la littérature, de comment, quand tout s'effondre, il reste les livres. C'est un joli roman, hein. Enfin, enfin, c'est très beau, enfin, parce que ça parle pas du conflit actuel à Gaza, ça parle enfin, de Gaza depuis toujours, en fait, des autres conflits qu'il y a depuis des décennies. Voilà, et c'est un roman qui est actuel tout en ne l'étant pas, parce que ça parle pas de ce qui se passe actuellement à Gaza, du génocide en cours à Gaza. Mais voilà, c'est imprégné de ça. C'est imprégné de tout, tout le malheur qui s'abat depuis toujours sur la Palestine, en fait. Et vraiment, c'est un très joli roman. Pour moi, pareil, c'est un peu trop court, ça manque un petit peu je sais pas, d'un petit truc quand même qui me fait raccrocher. En fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'intrigue, mais j'ai pas ressenti vraiment qu'il y avait une intrigue quand même. Et du coup, voilà, c'était beau par la thématique, mais en termes... Voilà, j'ai trouvé que c'était moins bien que son précédent. Voilà. Et pour terminer sur mes lectures de cette rentrée, j'ai lu le dernier Fabrice Caro, de son vrai nom de littéraire, enfin de littérature, d'écrivain de littérature, qui s'appelle Dernier jour de la pesanteur, qui est l'histoire, en fait, l'année de terminale d'un ado, d'un mec paumé, d'un adolescent, quoi, qui a un chagrin d'amour, qui se retrouve en fait à donner des cours de maths, des cours de particulier de maths à une collégienne qui est dans la classe de son petit frère. Mais en fait, il fait qu'empirer son niveau. En fait, il se passe rien. C'est vraiment juste l'année de terminale d'un gars, quoi. Enfin, il se passe des petits trucs, mais il n'y a pas une intrigue de fou.
C'est très drôle, parce que Fabrice Caro, je le trouve, c'est trop drôle ce qu'il fait, enfin vraiment... voilà, en fait, c'est ultra bien fait sur l'adolescence, voilà, enfin c'est ultra facile, en fait. Enfin, je sais pas comment le dire, mais voilà, c'est une très bonne lecture, quoi. Enfin, vraiment, c'est une très bonne lecture, c'est très drôle. Ça manque, pareil, je trouve, d'une petite intrigue qui accroche vraiment. J'ai pas trouvé que c'était son meilleur de tous ceux que j'ai lus enfin, dans ces récents. Mais voilà. Enfin, un très bon Fabrice Caro. Enfin, voilà, vraiment. Voilà, un bon cru, Fabrice Caro. Donc, ça, c'est tous les romans que j'ai lus et terminés. Là, je suis actuellement en train de lire Doppelganger de Gérard Guix, publié aux Forges de Vulcain, aussi qui sort, je sais pas quand. Pareil, je vous mettrai les infos. Euh, qui est un long roman qui doit faire à peu près 800 pages, je le lis en numérique. Et qui est un roman qui... Là, j'ai lu plus d'une centaine de pages, 150 pages, je crois. Qui est un roman qui encore va être incroyable, je pense, qui me plaît déjà beaucoup. Ça se passe pendant les derniers jours, en fait, de la Seconde Guerre mondiale. On est vraiment en avril 45. Hitler est dans son bunker. La fin de la guerre est proche. Et en fait, il y a un côté ultra ancré dans l'histoire. Enfin, vraiment avec que des personnages historiques, réels. Et il y a un côté d'un coup ultra délirant qui rentre en fait dans le roman. Et vraiment, moi je suis au début en fait de l'introduction de ces trucs ultra délirants. En fait, c'est trop drôle parce que j'ai lu une première partie assez vite. Enfin voilà, c'était là en fin de semaine dernière, il y avait vraiment personne à la librairie, donc on bouquinait. Et en fait, bon, c'est très bien. Enfin vraiment, on est tout de suite très vite dedans. Et en fait, je lis tout ça et tout ça. Et en fait, bon, bah, au bout d'un moment, il y a quand même des gens qui rentrent. Je m'arrête de lire en fin de chapitre, enfin, en fin de paragraphe, disons. J'étais là, bon, c'est très bien, j'avais lu 100 pages, j'attends de voir où ça va. Et en fait, je le reprends, du coup, enfin, chez moi. Et en fait, je me suis vraiment arrêtée juste avant. C'est vraiment le début du roman en soi, c'est pas vraiment un spoil. Où en fait, Hitler, dans son bunker, fait un rêve dans lequel en fait, il se réincarne, mais pas vraiment réincarnation. Il se réveille en tant que Donald Trump de nos jours, en fait. Et, euh, et en fait, j'étais là, what? Qu'est-ce qui se passe? Et parce qu'en fait, en fait, dans son rêve, il se réveille en tant que Donald Trump, et en fait, à la radio, c'est Kanye West. Et en fait, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est tout un truc. En fait, c'est ultra cynique comme humour. J'adore. C'est ultra noir. Enfin, vraiment, moi, j'aime beaucoup cet humour. Euh, et en fait, donc Hitler se réveille en tant que Donald Trump. Et, euh, et en fait, découvre que. En fait, il est trop content parce qu'en fait, le fascisme existe toujours aujourd'hui, alors pas sous ce nom-là bien sûr, mais enfin lui il le décrit pas comme ça, mais en tout cas, enfin ça existe toujours et en fait il est trop content parce que son projet de Germania en fait est toujours en cours et en fait après a évolué en fait. Et en fait après en soi il se réveille et c'est fini pour ce rêve de réincarnation entre guillemets, mais du coup enfin j'ai trouvé ça je trouve ça génial en fait, et le reste du roman promet tout autant d'être décalé, décalé en fait c'est terrifiant. Et en même temps il y a beaucoup d'humour en fait, c'est un peu particulier comme ton. Enfin vraiment j'adore, j'ai hâte de le continuer. J'ai hâte de le conseiller parce que je pense que vraiment c'est un roman qui peut plaire à plein de gens qui ont envie de ce décalage en fait qu'on trouve que la littérature nous offre quoi. Enfin vraiment j'aime beaucoup ça. Donc voilà, je suis en train de lire ça, j'ai trop hâte de le continuer. Euh, En soi, j'ai plein d'autres livres. Il y a plein de livres qui me donnent très envie de cette rentrée littéraire. Là, j'avais amené une toute petite pile des choses que j'ai en papier, en fait, mais j'en ai plein en numérique sur ma liseuse, évidemment, voire un milliard. Je vous parle juste 5 minutes des quelques romans que j'ai là sous la main, que j'ai envie de lire pour cette rentrée.
Il y a le prochain River Solomon aux branches de Vulcain, Model Home, qui sort je ne sais pas quand. Il y a pas en septembre, début septembre je crois. Je ne sais même pas vraiment de quoi ça parle. Je crois que c'est une histoire de... Est-ce qu'il y a quelque chose... je crois que c'est une histoire de maison hantée. Voilà, donc j'ai très hâte. Moi j'adore l'horreur, j'adore le fantastique. Désolée si on entend mon ventre gargouiller. Voilà, mais j'ai trop hâte de le lire. De toute façon, Forge de Vulcain, très honnêtement, je suis jamais déçue. Donc voilà. Ensuite, dans ma pile à lire, j'ai la grosse tabasse. Un roman chez Actes Sud de Jonas Hassan Kemiri, qui s'appelle Les Sœurs. C'est traduit du suédois par Marianne Segol Samoa. Je vous lis rapidement la 4e de couverture. Tout ce que vous aimez, vous le perdrez. Telle est la malédiction qui pèse sur les sœurs Mikola et peut-être aussi sur Jonas, qui, 30 ans durant, cherchera à percer le mystère de leur disparition. Stockholm 1991, 3 sœurs insaisissables, aussi magnétiques qu'éphémères, surgissent dans la vie de Jonas. Très vite, il pressent que leur destin est lié à cet homme qu'il a toujours cherché à comprendre, son père, puis un jour, elles disparaissent. De la Suède à la Tunisie, de New York à Berlin, du souvenir à l'oubli, Kemiri livre une odyssée littéraire d'une force et d'une subtilité redoutables. En fait, c'est vraiment le paragraphe de fin, moi, qui m'a accroché. J'aime beaucoup quand on voyage, et j'aime bien... Vraiment, moi, on m'a eu à Odyssée littéraire, j'avoue. Odyssée littéraire, le truc fait 700 pages. Je pense que ça peut me plaire, il y a un côté mystère et tout. Voilà, ça, j'ai hâte de le lire. Je sais pas quand est-ce que je le lirai. J'espère que je le lirai pour cette rentrée, parce que je me connais. Je n'ai pas de date de sortie. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. Mais en tout cas, voilà, celui-ci me donne très envie. Ensuite, j'ai... je vais rajouter la pile. Je vais commencer à cacher le chat. Il y a le nouveau Alan Hollinghurst qui sort chez Albin Michel, qui s'appelle Nos soirées. Alors, Albin Michel, si vous regardez un jour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre les noms de traducteurs sur vos pages de couverture. C'est traduit par David Fauquemberg, bien sûr, traducteur dont je lis pas mal les publications, j'ai l'impression. J'avais lu La piscine bibliothèque de cet auteur que j'avais acheté complètement par hasard à l'époque où je ne travaillais pas encore en librairie, mais je l'avais acheté dans la future première librairie dans laquelle j'ai travaillé. Je l'avais acheté vraiment, enfin il est toujours dans la bibliothèque, je l'avais acheté complètement par hasard et vraiment j'avais adoré La piscine bibliothèque. Donc celui-ci, je pense, est très bien aussi. Je ne veux pas le lire, le résumé est un peu long, donc je ne vais pas tout lire. Dave Wynne, enfant métis de la classe ouvrière, a 13 ans lorsqu'il est invité pour la première fois au domaine des Hadlow, les mécènes qui ont financé sa bourse d'études dans la prestigieuse Bampton School. Le week-end qui se présente avec ses défis et ses rencontres surprenantes va lui ouvrir les portes d'un monde nouveau et l'exposer à la violence du fils Hadlow, Giles. Pardon, j'ai cru qu'il y a qu'un seul L. Giles. Voilà. Et donc ça dure, on suit a priori sur à peu près 50 ans. Sous la plume de l'un des plus brillants romanciers anglais contemporains, Nos soirées est une peinture remarquable de l'Angleterre des années 60 au Brexit, une histoire de classe et de racisme, d'art et de sexualité, d'amour et de violence. Vraiment des thématiques qui moi me plaisent beaucoup en littérature. J'avais adoré La piscine bibliothèque, donc je pense que celui-ci va me plaire. C'est aussi un beau bébé de 600 pages. Voilà, j'espère que j'aurai le temps de le lire, mais en tout cas, voilà, j'ai trop hâte. Voilà, je trouve que c'est un auteur dont on parle assez peu. Enfin, je sais pas. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas des bails sur ces auteurs. J'avoue, je les connais pas, s'il y en a. Mais voilà, en tout cas, voilà, j'ai hâte de celui-ci. Et le dernier, en tout cas, dans ma pile à lire physique que j'ai, c'est La Colonie, publié aux éditions La Peuplade, qui du coup me l'avait envoyé en même temps que Le Bonheur du Calzac. Donc c'est Annika Norlin, traduit du suédois par Isabelle Chéreau. C'est pareil, c'est encore un beau bébé, 562 pages. Et ça a l'air d'être un roman un peu, pas post-apo, mais un peu... Alors, qu'est-ce que ça dit ? Emily aime la pulsation de la ville, les foules, elle enchaîne sans compter les contrats et les soirées. Mais un jour, Emily s'effondre.
la jeune professionnelle se voit contrainte de partir s'isoler dans l'arrière-pays suédois. Se croyant déconnectée de tout, elle croise le chemin d'une communauté marginale composée de 7 individus au destin déconcertant. Entre eux, ils ont inventé un système de gouvernance et des procédés d'autosuffisance. Ils récoltent, bâtissent, dansent, se baignent, dorment, blottis sous grands sapins. Comment diable ont-ils abouti dans cette vie insolite? Arrivés de l'extérieur, Emily leur apporte une question redoutable. Sont-ils heureux? La colonie propose, avec humour, intelligence et émotion, de faire l'expérience, par le biais de la fiction, d'une tentative d'émancipation collective. Et il y a eu plein de prix littéraires. Vraiment, ça a l'air trop bien. J'ai le petit argumentaire de vente de l'éditeur, qui en fait ouais, non, en fait, on ne dit pas plus. Mais je sais pas, j'aime bien. En fait, c'est pas du tout fantastique ou de la science-fiction ou quoi. Je pense qu'il y a un côté un peu semi-dystopie, mais moi j'aime beaucoup aussi les romans sur les marges. J'aime beaucoup tout ce qui est. Enfin, j'aime beaucoup les dystopies, j'aime beaucoup les choses, voilà, bah, typiquement, voilà, ce genre de choses, les colonies en marge, les trucs. Enfin, là, au fin de printemps, j'ai lu. Enfin, ça n'a rien à voir en fait. Mais j'ai lu la réédition de Moi qui n'ai jamais connu les hommes. Oh là là, j'ai oublié le nom. De Jacqueline Hartman, qui était épuisée et qu'en fait Stock a republié. Euh, et en fait, j'aime trop. Bon, là, on est vraiment dans du post-apo pur et tout. Mais en fait, j'aime trop l'idée des colonies qui se construisent, des gens qui se remettent à vivre ensemble. J'aime bien les histoires autour de ces thématiques-là. Donc j'ai très très envie de lire celui-ci. Il est très gros encore. Voilà. Mais voilà, ça me donne très envie. Là, en fait, j'ai lu tous les romans un peu courts. Je commence toujours par les romans un peu courts et après je me laisse les gros machins pour la fin. Mais du coup, en fait, j'ai plus le temps, j'ai l'impression. Voilà. Voilà, donc désolée, cette vidéo est très très longue. Et comme je suis une bille en montage, découpage, etc., je pense que je vais faire très très peu ça. Donc je suis désolée. Vous avez toutes mes hésitations, tous mes tous mes machins, tout le chat qui fait n'importe quoi. Voilà, mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'aimerais bien faire d'autres à l'avenir sur mes prochaines lectures, etc. On verra. Sinon, je vais faire un instant auto-promo de youtubeur. Vous pouvez me suivre sur Instagram où je parle pas mal de mes lectures en story. Et sinon, j'ai une infolettre qui s'appelle Billet d'humeur d'une libraire. Alors, je suis sur Substack, mais en fait, j'ai vu que Substack c'était vraiment pourri. Apparemment, c'est encore un nazi. Donc, j'aimerais bien encore migrer. Parce qu'en fait, à la base, j'étais sur Mailchimp, mais en fait, j'ai trop d'abonnés. Donc, il faudrait que je passe à la formule payante. Et en fait, bah, je peux pas me permettre ça. Donc, j'étais passée sur Substack, que je trouvais plus facile. La mise en page est plus simple. Enfin, il n'y avait pas de fioriture et tout. Mais en fait, voilà. Donc, il faudrait que je passe sur encore une autre plateforme. Donc, il faut que je me penche sur ça. Donc, voilà, où je parle de thématiques un peu du quotidien de libraire. J'essaye de rajouter quand même toujours un paragraphe avec mes dernières lectures, des conseils, etc. Mais je parle surtout du quotidien de libraire, avec beaucoup de critiques. Voilà, parce que je suis très très critique de cette profession. Parce que je pense que c'est en étant critique de quelque chose qu'on aime qu'on avance. Voilà, n'en déplaise aux gens qui disent que je suis aigrie. Mais moi je pense que c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait progresser. Désolée pour la pas très bonne qualité d'image avec la lumière qui fait comme ça. Et surtout la lumière qui a beaucoup baissé entre deux. Enfin, il y aura une coupure dans la vidéo. Et entre les deux, je pense que la lumière a vraiment baissé. Donc la qualité sera très mauvaise dans la deuxième partie. Bref. Voilà, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez pas. Enfin, en fait, à me faire un retour, pas du tout en commentaire ou quoi, je m'en fous en vrai. Mais genre même sur Instagram ou je sais pas. Si en vrai ça vous a vaguement intéressé. Voilà, j'ai bien envie de continuer à faire ça. Je pensais pas parler autant, en tout cas, donc désolée. Mais c'est parce que j'ai quand même lu des romans qui m'ont procuré des émotions. Donc c'est pour ça que j'en parle longtemps. Voilà, en tout cas, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, bah, j'espère à bientôt. Salut!